Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse approfondie et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Au sommaire, aujourd'hui, révélation sur des trafics improbable de sperme. Débat, nous parlerons sécurité. L'État sera-t-il bientôt débordé? Nous en parlerons. Et expertise Israël-Hamas. Quelle doit être la voie de la France? Une heure ensemble avec Jean-Marie Bordry, mais pas seulement. Nous accueillons dans cette première partie d'émission Victor Lefebvre, journaliste, enquêteur à Factuel Média. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Alors, hier, Victor Lefebvre, vous avez révélé un véritable trafic autour du sperme, du don de sperme en France, qui dure depuis quelques années sur le média Factuel.media. La raison, eh bien, de plus en plus de couples, qu'ils soient homosexuels ou infertiles, ont recours à une PMA. Je rappelle qu'en 2020, un enfant sur 27 était issu de PMA. Et les délais sont de plus en plus longs. Du coup, les impatients vont rechercher des donneurs sauvages et là, c'est un véritable scandale. Racontez-nous. Oui, en fait, c'est un véritable marché parallèle qui s'est créé depuis quelques années. Alors, vous l'avez dit, ça existe depuis un certain temps maintenant, mais ça se développe de plus en plus parce qu'aujourd'hui, les délais pour une PMA, c'est entre 1 an et 1 an et demi minimum, en fait, pour l'obtention d'une PMA. Donc, il y a certains couples de femmes ou de femmes célibataires, depuis l'extension de la PMA à toutes en 2021, en septembre 2021, qui se tournent vers le marché parallèle. Donc, notamment, concrètement, c'est des groupes Facebook qui sont consacrés au sujet entre des donneurs, ce qu'ils appellent des donneurs, et des receveurs pour donc s'échanger de manière clandestine des échantillons de sperme. Et alors, évidemment, c'est pas exactement comme à la banque du sperme où c'est encadré, médicalement surveillé. Là, ce sont des donneurs illégaux et ça devient un business lucratif. Il faut savoir que on paye environ 250 € pour un don. Oui, c'est ça, c'est devenu un business lucratif et même d'une certaine manière dangereux puisqu'il y a certains donneurs donc qui monnaient leurs services sexuels en échange d'un don de sperme. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 méthodes qui existent. La méthode artisanale, disons un peu archaïque avec une pipette pour le dire concrètement, et 2 autres méthodes qui s'appellent la méthode naturelle, donc une relation sexuelle, et la méthode semi-naturelle. Là, désolé de parler un peu crûment, mais en fait la transmission se fait juste avant, au moment de la pénétration, si vous préférez. Donc, c'est 3 méthodes qui existent et qui sont toutes les 3 illégales. D'accord. Donc, ça veut dire, en gros, que certains exigent une relation sexuelle profitant de la fragilité de jeunes femmes qui cherchent à avoir un enfant. Oui, et ça présente des risques, évidemment, sanitaires, puisqu'il y a le risque de MST, évidemment, dans ce genre de situation, c'est une relation sexuelle. Oui, c'est une relation sexuelle non protégée, vous voulez dire. Voilà, non protégée, et évidemment, par définition. Et puis, et évidemment, le risque aussi de malformation congénitale pour les enfants qui sont issus de ce don. Le risque également que l'enfant soit séropositif. Rien n'est encadré, si vous voulez. Il y a le risque psychologique aussi pour la receveuse, puisqu'on peut lui imposer une relation sexuelle qui n'est pas forcément consentie ou qui est issue d'un marché, d'un accord qui n'est pas tout à fait légal. Et enfin, le risque administratif qui est plus important aussi, c'est-à-dire que le donneur peut tout à fait dire quelques années plus tard que l'enfant issu de son don il est le parent biologique et donc reconnaître l'enfant, et inversement le couple le receveur peut aussi dire vous me devez une pension alimentaire, vous êtes le père biologique de l'enfant. Il y a des problèmes immédiatement, mais il peut y avoir aussi des problèmes à retardement, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, donc quelques années plus tard, ça peut se retourner contre le donneur ou contre la receveuse. Alors, on a l'impression que ces trafics ont existé. J'avais, dans les années 90, vaguement entendu parler de quelques agissements qui étaient comme ça, on va dire, à la marge de la légalité, mais ça s'est développé avec les réseaux sociaux. Ça s'est développé, ça s'est même démocratisé, on pourrait dire d'une certaine manière. Il y a même un réseau qui a été mis au jour récemment en Seine-et-Marne, dans le 77. Et le procureur de la République nous a indiqué qu'il y avait effectivement eu un signalement et qu'une enquête était peut-être sur le point d'être lancée à la suite de ce réseau de donneurs illégaux. On arrive à avoir une petite idée du nombre d'enfants conçus de cette manière-là, complètement hors cadre? C'est difficile à dire parce que c'est totalement, ça sort totalement des statistiques officielles. Mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que vous l'avez dit, Stéphane, c'est un enfant sur 27 issu d'une PMA avant l'extension à toutes les femmes, avant 2021. Donc c'est les chiffres de 2020. On peut supposer qu'aujourd'hui ces chiffres sont beaucoup plus importants. Et surtout, ça va continuer à se développer.
Oui, probablement ça va continuer à se développer puisque les délais ont vocation à s'allonger de plus en plus pour une autre raison aussi qu'on peut citer, c'est que depuis le 1er septembre 2022, les enfants issus des dons légaux, cette fois-ci, peuvent demander les informations personnelles sur leur géniteur. Donc il y a une levée de l'anonymat, ce qui fait que peut-être certains donneurs officiels vont se décourager, peut-être que ça les dissuadera de passer par des circuits officiels. C'est très problématique et j'ai pas l'impression que ça mobilise beaucoup la communauté des journalistes. Pour l'instant, non. Il y a des sujets qui ont été écrits, il y a même des livres qui ont été écrits sur ce sujet. Aujourd'hui, il faut avouer que ça s'est largement accéléré, et d'autant plus que normalement, tout ça est très encadré. C'est-à-dire que normalement, il faut avoir entre 18 ans et moins de 45 ans pour faire un don de sperme. Il y a des campagnes qui sont lancées régulièrement, mais qui ne suscitent pas forcément toujours l'appel. Alors, au-delà du fait que toutes ces pratiques sortent de tout cadre légal, est-ce qu'il y a des qualifications pénales qui peuvent être trouvées pour ces actes? Par exemple, un homme qui abuse de la faiblesse d'une femme seule qui voudrait un enfant et qui lui impose en échange une relation sexuelle. Alors déjà, la manipulation du sperme, c'est condamné évidemment par le Code de la santé publique, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc ça, aussi bien pour les donneurs que pour les receveurs. C'est-à-dire quand on s'improvise laborantin, ça peut être condamné. Des deux côtés, c'est le risque qui est encouru. En revanche, après, effectivement, ça peut être encore beaucoup plus grave lorsqu'il s'agit de monnayer les services sexuels. Alors, quels sont les services de police qui regardent de plus près ce qui se passe sur ces groupes Facebook? Parce que racontez-nous comment ça se passe très concrètement. C'est-à-dire, on a un désir d'enfant, on va s'inscrire sur un de ces groupes sauvages Facebook, et puis on est mis en contact comme ça, on échange, on s'envoie des courriels. Comment ça se passe? Alors en fait, c'est des groupes qui sont fermés. Donc il faut demander une admission sur le groupe, mais c'est très ouvert, il n'y a rien de véritablement secret. D'ailleurs, les groupes Facebook, si vous les regardez, il y en a une trentaine à peu près que j'ai recensés. Ça s'appelle 30 groupes Facebook. Au moins une trentaine. Ah oui, c'est quand même qui compte parfois jusqu'à 6 000, 7 000 membres sur Facebook. C'est pas marginal. C'est incroyable. Ouais. C'est organisé au niveau régional ou comment ça fonctionne? C'est national. Alors moi, les groupes que j'ai vus, c'est uniquement pour la France. Évidemment, ça concerne une situation française, où parfois certains viennent aussi de Belgique. Mais en fait, un donneur met un message sur ce groupe en présentant toutes ses caractéristiques physiques, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, etc. etc. et c'est comme une petite annonce, quoi. C'est bel étalon blond, comme un match, les yeux clairs, peu donné. Voilà. Et ensuite, ils sont invités à discuter de manière en message privé pour convenir d'un rendez-vous. Et le donneur propose donc les 3 méthodes. Normalement, il n'est pas censé ne proposer que la méthode naturelle, donc autrement dit sexuelle. Il est censé proposer l'ensemble des 3 choix au couple la receveuse, mais malheureusement ça se fait pas toujours comme ça, mais effectivement ça se fait de manière très démocratisée. Incroyable. Et donc les enquêtes sont en cours. Il y a eu une affaire en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, ça suit son cours. C'est sous surveillance pour l'instant, sous étroite surveillance. Il n'y a pas eu d'interpellation, ça il faut le préciser. Mais il faut espérer que ce sera peut-être un peu plus surveillé, voire condamné dans les mois et les années qui viennent. Alors je ne sais pas si ça fait partie de votre enquête, mais est-ce que il n'y a pas un projet de loi pour essayer de mieux encadrer ces donneurs? Pour l'instant, il y a une certaine forme de tolérance, il faut dire, puisque les délais sont longs. Donc ces groupes Facebook, ils sont même pas fermés, ils existent toujours. Vous pouvez aller les consulter. Incroyable. Il y a vraiment énorme. Il y a des milliers de membres, mais pour l'instant, il n'y a pas de. Donc il y a techniquement des milliers de membres sur des groupes Facebook qui risquent tous 2 ans de prison si la loi était appliquée. Ce qui n'est pas le cas. Ils contournent la législation puisqu'ils passent par message privé, ils conviennent d'un rendez-vous. C'est difficile ensuite pour les autorités d'aller dans la chambre à coucher et de vérifier ce qui s'y passe, mais ça reste du domaine du privé, mais effectivement. Est-ce que ça veut dire que ces garçons qui proposent leurs services sont véritablement, eux, dans l'idée de faire, œuvre utile pour la société, ou simplement ils recherchent une passe quelque part? Alors il y a différents profils. Il y en a certains qui sont vraiment totalement désintéressés. J'ai vu des profils, ça peut être des pères de famille qui ont déjà des enfants, qui sont déjà mariés et qui veulent simplement donner leurs gamètes pour permettre à des femmes d'avoir des enfants, des femmes infertiles ou des couples de femmes ou des femmes célibataires. Il y a un deuxième profil qui est plus intéressé, effectivement, c'est quand il s'agit d'obtenir une relation sexuelle. Et parmi les profils qu'on a pu cibler, il y en a certains sur un groupe Facebook en particulier, il y a 5 profils, au moins 5 individus, qui ont déjà été condamnés par le passé pour des faits de droit commun ou pour des violences sur mineurs, voire même un pour détention de fichiers pédopornographiques. Donc pour vous dire quand même que tous les profils ne sont pas toujours très nets, même si la réponse officielle des administrateurs de ces groupes Facebook est de dire que les profils suspects sont
écartés, mais ils peuvent pas le forcément Far West, tous les- quoi. Ouais, C'est le Far West. Bon, l'intégralité de votre enquête donc sur ces dons sauvages et le trafic de dons de sperme est à retrouver sur factuel.media. Merci Victor Lefebvre. Merci Stéphane. C'est une enquête en tout cas tout à fait surprenante. On se retrouve dans un instant avec Jean-Marie. On va parler sécurité après le sondage du Parisien. La majorité des Français sont très inquiets face au terrorisme. 88% d'entre eux redoutent un attentat en France. On l'a appris cette semaine grâce au Parisien. Une demande sécuritaire croissante. L'État sera-t-il bientôt débordé? C'est notre débat avec nos nouveaux invités. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse approfondie et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers, de l'investigation, de la police, de la justice. Je le disais il y a quelques instants, un sondage publié par le journal du Parisien n'a pas manqué de nous interpeller cette semaine. La majorité des Français sont très inquiets face au terrorisme, bien sûr, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale. 90% d'entre eux redoutent un attentat sur le sol, un attentat en France. 89% d'entre eux sont très inquiets donc d'un acte terroriste isolé également, et 85% sont inquiètes des tensions entre les communautés juives et musulmanes. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Nous ont rejoint Renaud Mazoyer, qui est porte-parole du syndicat Alliance, et nous avons avec nous Nathalie Théo, qui est avocate et coordinatrice de la Ligue des droits de l'homme. Renaud Mazoyer, pardonnez-moi, il y a une demande sécuritaire très forte des Français. On en vient à se demander si l'État va pouvoir y répondre. Mais d'abord, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de ce besoin de sécurité des Français? Non, pas du tout, parce qu'il y a des sondages successifs, et le dernier sondage qui évoque que c'est la deuxième priorité des Français derrière le pouvoir d'achat. Et nous, on le voit bien sur le terrain. Mes collègues sont très sollicités. On voit bien l'anxiété qui est dans la population, avec les alertes à la bombe successives qu'il y a eu ces derniers temps, que ce soit dans les établissements scolaires. Donc évidemment, les parents, les amis, la famille sont très inquiets. Les alertes à la bombe aussi dans les lieux publics, dans les musées, la Tour Eiffel. Il y a un climat anxiogène qui fait que déjà, ça a toujours été comme une priorité pour les Français, la sécurité, mais encore plus avec ce climat anxiogène actuellement. Oui, alors Nathalie Théo, vous croyez à ce climat anxiogène? Je vais peut-être juste d'abord préciser, parce que vous m'avez indiqué comme coordinatrice, c'est pas du tout cela, je suis membre du bureau national de la Ligue. D'accord, pardon, excusez-moi. Ma fiche n'était pas à jour. Je vous en prie, Nathalie Théo, par rapport d'une part à ce sondage et surtout à cette demande sécuritaire très forte des Français, vous y croyez ou vous pensez que c'est un petit peu cette focalisation sur la sécurité à des motivations peut-être électoralistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve tout à fait logique que juste après un attentat, nous ayons tous peur. C'est assez logique dans la mesure où on ne sait jamais qui cela peut frapper, ni où cela peut frapper. Moi, j'habite juste à côté de là où il y a eu un attentat au moment le plus connu, c'est le Bataclan. Mais en fait, il y a eu aussi d'autres cafés qui ont été visés. Et j'habite à côté. Et on a tous dans le quartier été particulièrement touchés, angoissés. Donc, je trouve assez logique que lorsqu'on fait un sondage juste après un attentat terroriste, on va tous être inquiets. Après, c'est ce qu'on en fait, parce que c'est la peur qui domine, mais la peur, c'est une émotion. Et cette émotion, il faut ensuite la rationaliser, essayer de comprendre. Et quand j'entends, par exemple, le président de la République qui dit qu'il veut faire que la France participe à une coalition internationale contre le Hamas, moi je me dis, il va y avoir d'autres attentats terroristes par exemple. Et ça, est-ce qu'on a bien pris la mesure de ce que signifiait le fait que la France entrerait en guerre dans d'autres États? Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment décidé, mais juste se poser les questions. Non, ça a l'air d'être, d'ailleurs, ça a pris l'eau, cette proposition. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Absolument. Quelle est la politique qui est menée? Est-ce que la politique qui est menée également vis-à-vis du terrorisme, est-ce que c'est une politique qui débouche sur des résultats qui sont concrets, ou au contraire qui n'attise que la haine et la méfiance vis-à-vis d'une partie de la population, ce qui va faire que
cette population, si elle est ciblée, elle va avoir aussi tendance à se rétracter et avoir avoir un comportement qui soit contre la police, parce que si on allait tout le temps surveiller, tout le temps en but au fait qu'on la surveille en permanence et qu'on va même l'attaquer, je pense à certains propos qui ont été tenus au moment des émeutes, et je suis vraiment atterrée qu'on puisse parler d'êtres humains en disant des nuisibles, par exemple. Et tout ça, ça participe d'un climat qui fait que il y a des risques, effectivement, d'une part de la population de se révolter. Et de radicalisation, parce que 31% des Français disent dans ce sondage qu'ils partagent désormais des convictions plus radicales. Effectivement. Alors vous parliez en plus de nuisibles, vous faisiez allusion, maître, à un tract du syndicat Alliance, qui est le syndicat de notre invité. C'était pendant les émeutes où justement vous aviez commis un tract qui traitait de nuisibles. Les émeutiers, peut-être une réaction à cela? Oui, je pense que madame connaît la définition de nuisible dans le petit Robert dans le Larousse. Et je ne vois rien d'offensant à ce mot employé dans notre communication. Qui était d'actualité lors des émeutes, évidemment, et qui est encore d'actualité parfois. Oui, sauf qu'on parle en général de nuisibles à propos d'animaux. Non, du tout. Regardez, je vous invite, franchement, mais gentiment, à regarder la définition dans le petit Robert. Nuisible, mais sauf que dans l'imaginaire, c'est quand même plus. Peu importe. Mais nous, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans le réel. La seule chose, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est que le sentiment d'insécurité est quelque chose qui, d'une part, qui est relatif à une émotion, à la peur, et il doit être ensuite étudié. Et très souvent, d'ailleurs, quand on fait les études sur le sentiment d'insécurité, on se rend compte que ce sont des personnes plus âgées, par exemple, qui vont avoir peur parce qu'elles se sentent plus vulnérables. Mais tout dépend aussi, alors même que, au point de vue statistique, ce ne sont pas elles qui sont les plus en danger par rapport à d'autres parties de la population. En général, c'est les jeunes hommes plus vraiment jeunes qui sont plus à risque pour les violences. Et par ailleurs, il faut aussi se poser la question comment le sondage est effectué. C'est-à-dire, est-ce qu'on pose la question, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre quartier, ou de façon générique, avec toute la problématique politique. Donc vous avez quelques doutes sur la sincérité de ce sondage. Est-ce que vous mettez la façon d'interpréter. Voilà. Alors, est-ce que vous mettez en doute, vous, l'idée quand même qu'il y a une insécurité croissante en France, ou vous êtes parmi ces personnes qui préfèrent parler de sentiments d'insécurité entretenus par les médias, par certains médias? Qu'est-ce que j'aimerais vous entendre sur ce sujet? Moi, je suis pas spécialiste, je suis pas scientifique, donc je ne fais pas c'est plutôt, il faut poser la question aux sociologues, et actuellement, je n'ai pas vu d'études qui montrent qu'il y aurait eu de l'insécurité croissante. Quand on regarde sur le temps long, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément, à part les moments clés, effectivement, comme le Bataclan ou autre, mais il y a plutôt une baisse du nombre de criminalités. Alors, j'aimerais me retourner vers le policier, ou le porte-parole, en tout cas, du syndicat Alliance. Vous, ce sentiment cette insécurité croissante, vous y croyez, ou c'est le sentiment d'insécurité qui est croissant? Alors, c'est le policier, parce que je suis policier, et c'est le représentant du personnel, c'est le porte-parole d'Alliance qui parle aussi. Non, c'est pas qu'un sentiment, c'est vécu par nos concitoyens, par ceux qu'on sert, nous, au quotidien. Les gens qui sortent dans la rue, dans les transports, qu'on aille dans le 19e pour le trafic de crack, par exemple, qu'on aille se promener sur le Champ de Mars le soir, demander à quiconque qui se promène sur le Champ de Mars en ce moment le soir s'il se sent en sécurité ou pas. Et là, c'est pas qu'un sentiment d'insécurité, c'est l'insécurité qui est vécue. Jean-Marie Bordry, à ce sujet, on parle beaucoup de trafic de stupéfiants, et il y a eu des balles perdues dans ces trafics de stupéfiants. Et justement, d'ailleurs, qui sont parfois liés au trafic de stupes, et parfois d'ailleurs pas du tout. Mais en revanche, quand on dit que les Français ont peur dans le sondage, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent recevoir des balles perdues. On va vous citer notamment 2 exemples qui ont défrayé la chronique cette année. On en a énormément parlé sur Sud Radio parce que ça s'est produit dans le Sud. C'était à Marseille. On était début septembre, une jeune femme de 24 ans qui était dans sa chambre. Elle était chez elle. Elle a reçu une balle perdue, une balle de Kalachnikov. Elle en est morte. Pareil, dans un quartier absolument épouvantable.
insurmontable, c'est le quartier qui s'appelle Pisevin. C'est dans la ville de Nîmes, peut-être que vous vous en souvenez. C'était un jeune garçon, il s'appelait Fayed, il avait 10 ans. 10 ans, il a été fauché par une balle alors qu'il était le passager d'une voiture qui était conduite par son oncle. Alors, c'est vrai qu'on parle de sentiment d'insécurité, mais moi je peux me souvenir aussi de tous les habitants qu'on avait pu appeler et qui nous avaient appelé au 0826 300 300 sur Sud Radio, et leur réaction était en fait d'être complètement indignés et de demander une présence massive et permanente de la police, chose qui malheureusement n'est pas possible dans ces quartiers. Alors, on se souvient aussi qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, qui se posent la question de la pertinence de porter des armes à feu pour les policiers. Là, j'aimerais bien vous entendre, Nathalie Théiot, sur ce point. Est-ce que vous pensez que c'est problématique que les policiers soient dans ce contexte où les gens ont un sentiment d'insécurité plus important, à tout le moins, et où il y a peut-être plus d'insécurité également? Est-ce que vous pensez c'est bien le moment de remettre en question le port d'armes pour les policiers? La question n'est peut-être pas le port d'armes en général, que la question de certains armements. Et notamment dans la mesure où la Cour des comptes, par exemple, a dit que les policiers ne se formaient pas, ne faisaient pas les tirs réglementaires, les 3 tirs réglementaires. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne voulaient pas le faire, c'est juste parfois ils ne peuvent pas le faire. Et c'est ce qui est pointé par la Cour des comptes. Et donc, de ce fait, c'est aussi nous mettre en insécurité que d'avoir des policiers qui ne soient pas formés et qui aient accès à un armement particulièrement lourd. Et puis, c'est toutes les décisions politiques d'emploi des forces de l'ordre. Dans quel cadre? Là, il vient d'y avoir un travail de Mediapart qui montre que pour la police, on a permis d'utiliser le LBD à partir de 3 mètres, alors qu'il est recommandé de ne pas le faire avant 20 mètres. Ça aboutit forcément à ce qu'il y ait des tirs, que ça participe au fait déjà que le LBD est particulièrement dangereux, mais ça participe forcément à l'utilisation massive de cette arme, et en n'ayant pas forcément l'impression que ce soit si dangereux puisqu'on l'autorise à 3 mètres, c'est-à-dire à bout portant. Donc il y a un ensemble d'éléments. Et puis vous parlez forcément, vous focalisez sur les questions de tir dans les quartiers où il y a des trafics de drogue, mais c'est pas non plus l'ensemble de la population qui est visée par cela. Et il va falloir raisonner différemment avec une autre politique des drogues pour essayer de résoudre ces questions-là. C'est spécifique. Et également, c'est relié à la relégation de certaines personnes pauvres dans ces quartiers, ce qui entraîne également ce trafic. Alors Renaud Mazoyer, vous pensez que c'est bien le moment de remettre en question J'imagine que non. Je voudrais répondre à madame et puis à ceux qui s'inquiètent de l'armement ou non des policiers, que quand vraiment la question se posera de l'armement ou non des policiers, ça se passera bien en France, on va dire. Quand ça sera la seule question qu'on aura, c'est qu'en France, ça se passera pas trop mal. D'accord. Alors, dans un instant, on se retrouve avec mes invités pour essayer de voir si le recours à des milices privées dans ce contexte qui ne choque plus les Français, apprend-on dans ce sondage du Parisien, n'est pas une fausse bonne idée. Sécurité, l'État sera-t-il bientôt débordé? C'est notre débat. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse approfondie et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. On est avec Renaud Mazoyer, porte-parole du syndicat Alliance, et Nathalie Théiot, avocate et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Alors je voudrais revenir sur ce sondage qui nous a évidemment interpellés en début de semaine, ce sondage du Parisien, et qui nous apprend que les priorités des Français aujourd'hui sont du côté de la sécurité. Le terrorisme les préoccupe beaucoup, la délinquance, le trafic de drogue en troisième point. Les milices et le recours à la milice, à notre grande stupéfaction, 53% des Français sont encore contre, mais ça veut dire que 47%, presque un Français sur 2 aujourd'hui, est pour recourir à des milices privées. Alors, Renaud Mazoyer, ça veut dire que les Français, quelque part, trouvent qu'on ne leur donne pas assez de sécurité. Il y a des manques de police, en gros. Nous sommes d'accord. Nous, Alliance Police Nationale, on ne cesse de demander du recrutement de policiers parce qu'il y a beaucoup de départs en retraite et que dans beaucoup de services, on est à flux tendu. Que les commissariats ont besoin. En gros, vous êtes débordés. Quand vous dites que vous êtes à flux tendu, vous êtes débordés. Oui, on a besoin de recrutement. On demande du personnel supplémentaire, effectivement. Donc, je comprends que les citoyens se sentent
ne sentent pas qu'il y a cette sécurité parce que oui, on manque de policiers et nous on en demande depuis longtemps. Et alors ce problème de recrutement, est-ce que c'est simplement parce qu'on n'ouvre pas le robinet à financement ou c'est parce qu'on a de la peine aujourd'hui avec l'image que certains font en plus du métier de policier qui est pas flatteur? Est-ce que c'est aussi ce problème de recrutement qui pourrait expliquer cela ou c'est juste un problème de budget finalement? Alors il y a plusieurs facteurs en fait. On vit aussi et on subit aussi beaucoup d'années de politique sécuritaire pas forcément à la hauteur, où il y a eu les RGPP en 2010 qui ont diminué beaucoup de fonctionnaires de police. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite et là les écoles de police tournent à fond. Mais en fait le delta n'arrive pas à être positif parce qu'il y a eu tellement de retard dans les recrutements et tellement de départs forcé de policiers qu'on n'a pas ces policiers. C'est tout un système qui est vérolé en fait, qui est sclérosé. Ouais. J'ai envie de dire qu'en plus on a vu récemment les policiers affectés à des tas de missions de sécurisation pour les manifestations, pour les déplacements officiels. Il s'est agi à un moment même d'empêcher les casserolades. On se souvient de cela. Et puis il y a eu les affaires de terrorisme, la montée en tension au Proche-Orient, avec la nécessité de surveiller les lieux de culte, les synagogues en particulier, et puis de surveiller aussi les écoles. Donc on a l'impression qu'on vous en met toujours plus sur le dos. Il y a un suremploi des effectifs de police, ça c'est sûr. On pourra pas déployer beaucoup plus que ce qu'on déploie aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Donc nous, on demande des renforts. On demande aussi à ce que les policiers soient aussi employés à leur juste tâche et qu'il n'y ait plus des tâches indues, les transfèrements, la bureaucratie, tout ce qui est administratif. Ça nous pompe d'énergie, ça nous pompe du temps et on passe plus de temps à faire beaucoup de paperasse qu'être sur le terrain aussi, ça faut le dire aussi. Vous demandez des renforts, mais est-ce que vous avez assez de candidatures? On sait qu'il y a certains corps de fonctionnaires notamment qui ne recrutent plus, je pense à l'armée par exemple. Est-ce que le métier de policier, il attire encore? On aimerait bien que ça soit un peu plus attractif en termes indemnitaires, en termes de déroulement de carrière, en termes de logement, tout le monde dit la même chose, même les profs. En termes social, mais il y a un moment, les paroles sont belles, quoi, pour les politiques. Souvent on est les plus beaux parce qu'en ce moment on a besoin de nous, on nous dit qu'on est les meilleurs, mais la politique n'est pas à la hauteur. Il y en a pas assez parce que c'est pas assez attractif. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui pourraient hésiter à devenir policiers? Vous leur dites rejoignez-nous ou attendez qu'on soit mieux payé? Rejoignez-nous parce que c'est un beau métier. C'est quand même au service du public. Ça reste un beau métier. On vient quand même pour servir le public, pour représenter la France. Ça reste un beau métier, mais ça ne suffit pas. Alors Nathalie Théiot, membre de la Ligue des droits de l'homme, j'imagine que pour vous, ça doit être assez effrayant de voir que presque un Français sur deux se dit prêt à accueillir ce qu'on appelait autrefois des milices, mais tout simplement de la sécurité privée. Oui, c'est d'autant plus que c'est un abandon de un des grands articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est qu'il faut une force publique. Mais une force publique qui ne soit pas à l'avantage de certains, mais de tous. Donc, qui soit vraiment un service public. Et je suis très contente que mon interlocuteur ait parlé de la RGPP, c'est-à-dire la révision générale des politiques publiques. Les Français étaient aussi d'accord à l'époque pour qu'un retraité, un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ne soit pas remplacé. À l'époque, M. Sarkozy avait proposé cela et c'est pour cela qu'il y a eu tant de policiers en moins. Je ne sais plus combien, mais c'était à peu près au moins 10 000 policiers en moins. 10 000 policiers en moins, oui. C'est ça. Voilà, et maintenant, on est avec la LOPMI, il y a 15 milliards qui vont être donnés aux policiers, puisque c'est la loi de programmation, d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur de janvier 2023, et il y a 15 milliards, enfin c'est vraiment énorme, les montants qui sont consacrés à la police, et il va y avoir 5 000 policiers qui vont être recrutés, ce qui pose aussi un problème de formation, parce que évidemment, on ne peut pas les former tous en même temps. Mais alors, ça m'amène. La question est la suivante, c'est qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Et c'est-à-dire, par exemple, quand on démantèle en même temps la police judiciaire, qui est vraiment pour les trafics justement, et pour pouvoir travailler sur les grands crimes, etc. Quand on la démantèle pour pouvoir travailler, parce que vous avez dû voir que dans les commissariats, c'est un article
du Monde d'hier, je crois, sur les commissariats qui croulent sous les procédures. Il faut bien se dire, ça aussi, ça participe d'un sentiment d'insécurité. Bien quand sûr. vous savez que si vous êtes cambriolé, il ne va pas y avoir en fait d'enquête parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors, donc, je vous pose une qu'est-ce question. qu'on en fait, tous ces policiers? Alors, et puis, qu'est-ce qu'on fait en attendant? J'ai envie de vous dire... Le problème des milices, c'est que du coup, il n'y a aucun contrôle de ce qu'elles font. Il n'y a aucun contrôle. Mais le problème, il n'est pas tant que l'État est débordé, il est que c'est voulu politiquement. Vous pensez qu'on organise la faillite de l'État, autrement dit, en ce moment? Moi, je me pose des questions de ce que veut exactement l'État. C'est-à-dire quand je vois que ça date depuis le livre blanc de la sécurité 2019 qui parle de continuum de sécurité et qui veut intégrer les polices municipales et également les agents privés, donc on est bien sur du privé, dans un ensemble, et c'est également repris dans la LOPNI, c'est-à-dire la fameuse loi du ministère de l'Intérieur de janvier 2023. C'est repris. Donc je me dis que c'est organisé. Sauf quand on voit que, par exemple, si je peux me permettre, maître, on a enlevé les contrôles qui sont faits sur les agents privés, on diminue sans arrêt. Oui, mais si je peux me permettre, maître, quand on regarde ce qui se passe, par exemple dans certains centres commerciaux, il y a souvent des vigiles de sécurité privés. C'est pas des, oui, mais c'est pas des miliciens, oui, c'est pas des cow-boys, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on est bien content de les avoir de temps en temps. Oui, mais on est bien content de les avoir. Parfois, on n'a pas le choix. Et s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de policiers à l'intérieur de ces centres commerciaux. On n'a pas le chois. Enfin, c'est surtout fait contre les vols. C'est pas tellement contre... c'est déjà pas mal de ne pas se faire voler dans un centre commercial. Non, mais c'est pour les commerçants. Les commerçants payent des vigiles. C'est organisé par le Code de la sécurité intérieure. Je dis juste sur l'espace public. Moi, je suis en train de travailler sur l'espace public. Bien sûr. Vous preniez un garde du corps vous-même pour vous garder chez vous, ça vous regarde. Et il y a effectivement un encadrement de ces agents privés. Ce que je dis juste, c'est qu'on ne peut pas allier. Et en ce moment, le gouvernement est en train de pousser à ça. On ne peut pas allier des policiers qui sont habilités à travailler sur l'espace public, justement, et avoir des pouvoirs spécifiques qui sont quand même des entraves aux libertés, il faut quand même le voir, sur le respect de la vie privée. À partir du moment où on vous fouille vos sacs, il y a un problème vis-à-vis de votre vie privée. Donc, tout ça fait que, normalement, il y a une pesée entre les libertés et le fait d'avoir des pouvoirs pour entraver soit la liberté d'aller et venir, soit la vie privée. Et ça n'est plus du tout envisagé quand on est à mettre un continuum avec des agents privés. Encore une fois, normalement, le Conseil constitutionnel rappelle que les agents privés ne doivent pas intervenir sur la voie publique. Alors, en attendant, on voit qu'on a un problème et qu'on ne sait pas comment gérer cette période qui consiste à refournir les rangs de la police, si tant est qu'on débloque enfin des budgets. Mais ils sont débloqués, je viens de vous le dire, ils sont débloqués. Non, mais 15 milliards. Ils sont oui, 15 milliards, d'accord, mais en attendant, que faire si l'on est soucieux de sa sécurité? Alors, dans le sondage du Parisien, on apprend que les Français sont pour le retour de la peine de mort. 52% des Français sont favorables. Jean-Marie Bordry, c'est un peu l'éternel débat sur le retour de la peine de mort. Et d'ailleurs, je vais en dire que quelques mots pour laisser nos deux invités en débattre, parce que c'est quand même très inspirant et c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'a pas assez de policiers, par exemple, pour faire respecter l'ordre à certains moments où il le faudrait, et où l'opinion publique devient de plus en plus irascible. Et on se retrouve avec une majorité de Français qui sont pour le retour à la peine de mort. Question, qu'est-ce que ça apporterait? Est-ce que ça aurait un effet dissuasif sur la criminalité? Tiens, d'abord, est-ce que les policiers le voudraient? Non, nous, Alliance Police Nationale, ce qu'on demande, c'est déjà une réponse pénale adaptée. Ouais. Voilà. Est-ce que la peine de mort serait une réponse pénale adaptée? Non, on va rester dans ce qui existe déjà. Si déjà ce qui existait était appliqué, oui. on serait déjà content. Donc vous n'êtes pas favorable à un retour de la peine de mort? Pour quelle raison? Mais parce que nous sommes, on est légaliste. Il existe des lois. Vous n'êtes pas favorable à un changement de la loi? Du tout. Nous, on veut qu'elle soit appliquée, que la loi soit appliquée tout simplement, et qu'elle soit appliquée avec une réponse pénale adaptée. Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Moi, j'imagine que Nathalie Théiot, évidemment pas du côté de la Ligue des droits de l'homme. On va toujours contre la peine de mort. Donc, mais je vais même pas en débattre, parce qu'en réalité, au moment où il y a eu l'abolition, il y avait même 80% de la population, je ne sais plus, qui était favorable. Donc la question n'est pas là. Quand je vous disais que c'est irrationnel, là c'est typique, parce que là il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'il n'y avait pas plus de crimes après l'abolition qu'avant, et que de toute façon ça ne dissuadait pas. Donc c'est parfaitement irrationnel. Bien, merci à tous les deux. Dans un instant, on va revenir sur l'actualité internationale. Israël-Hamas, quelle doit être la voie de la France? On en parle avec Pierre Derbe, qui est expert en sécurité internationale. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse approfondie et de décryptage de l'actualité avec Factuel Média. Un nouveau rendez-vous sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Bonjour Pierre Derbès. Bonjour. Vous êtes expert en intelligence économique et spécialiste en sécurité internationale. Vous êtes l'auteur d'un blog très suivi, Les règles du grand jeu, un blog passionnant, expert sur le site factuel.media. On est là pour en parler, pour parler surtout aussi de ce qui se passe en Israël et à Gaza et se demander ce que pourrait être la voix de la France. Mais en préalable, je voudrais vous interroger sur la notion de terrorisme. Je voudrais que vous nous éclairiez sur ce terme et avoir votre avis sur le fait que Jean-Luc Mélenchon et ses cadres refusent de qualifier le groupe armé Hamas de ce mot, de ce qualificatif. Oui, en général, et ça depuis très longtemps, le terme terrorisme est souvent galvaudé et utilisé pour condamner dans une perspective morale. Mélenchon et LFI s'insèrent dans cette dans cette définition et dans ce paradoxe pour contourner la question de la méthode terroriste utilisée par le Hamas. Oui, ils ont raison sur un plan. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance, un mouvement nationaliste, islamiste et totalitaire qui emploie des méthodes terroristes. Ouais. Et ça c'est correct, mais il faut le dire. Et en refusant de le dire, in fine, il valide le fait que des civils peuvent être des cibles de qualité militaire. Ouais. Oui, parce que normalement, entre deux États, il y a deux armées qui s'affrontent et les cibles, ce sont les armées, ce sont les professionnels des armes qui se détruisent, entre guillemets, et les populations, c'est à la rigueur, je dirais, des dégâts collatéraux, mais en aucun cas, les populations civiles doivent être prises pour la cible principale. C'est ça, le terrorisme, c'est une méthode de guerre. C'est ça. Qui emploie, qui a des cibles non légitimes, des cibles civiles. Mais ce sont des cibles qui sont, qui sont pensées, qui ne sont pas aléatoires et qui portent un message dont le massacre, ou en tout cas le ciblage, parce que c'est pas toujours mortel, comporte un message politique, un message même communicationnel. Ce que rappelle bien Monsieur Dory qui travaille chez Conflit justement dans ses travaux sur la question. Et en ciblant des civils, le Hamas envoie un message très clair à Israël. Ces cibles-là sont illégitimes. Elles sont illégitimes, et c'est vrai qu'il y a d'ailleurs une différence qui est importante, qui est subtile en soi, mais qui est importante, qui est entre les dégâts collatéraux occasionnés par des frappes, alors il faut le dire parfois, qui pourraient être mieux discriminés, et parfois qui manquent de modération d'Israël sur Gaza, mais en aucun cas, les civils se sont ciblés en tant que tels. Il y a des cibles de qualité militaire qui sont les infrastructures du Hamas qui se fondent dans la population et dans les bâtiments civils gazaouis, ce qui est classique d'une guérilla. Le Hamas n'a rien inventé. C'est classique du genre de groupe armé, mais qui de fait vont occasionner des dégâts collatéraux. Et c'est là une différence fondamentale entre cibler volontairement des populations pour le symbole qu'elle représente, et cibler des installations militaires qui sont construites au milieu de civils. C'est une grosse différence. Maintenant, absolument. On peut parfaitement... Merci de ce point sémantique, mais qui est très important pour bien faire la part des choses. Alors, est-ce que la France, maintenant, venons-en au principal, joue son rôle dans le conflit en Israël, avec le Hamas? Le président a mis 11 jours pour venir en Israël. Il se tient à côté de Benyamin Netanyahou et parle de faire un front commun contre Daesh, un peu comme Daesh, on va dire. Puis il va s'asseoir aux côtés du président Mahmoud Abbas en Cisjordanie, une manière d'être là. Et cette fois-ci, le président voudrait surtout, on a l'impression, on l'entend un peu mal à l'aise, des déclarations très antisionistes du président cisjordanien, mais il écoute et donc il cautionne quelque part aussi. Alors on ne sait pas très bien si c'est du en même temps ou si c'est la position française qui se prolonge, cette position gaulliste qui était quand même assez pro-arabe, tout en soutenant Israël. Alors factuellement, la France tient son rang. Je veux dire, on a un chef d'État qui est allé visiter entre guillemets toutes les parties.
On a une projection de force donc maritime, donc diplomatie navale, avec un volet humanitaire, mais aussi un volet renseignement. On a envoyé une frégate légère furtive, une FREMM, donc un navire de combat, et un bâtiment de projection et de contrôle avec doté d'une unité médicale qui va avoir une mission militaire, sans compter l'envoi de fournitures humanitaires. On est un des rares États à avoir déployé autant de moyens même pas symboliques, efficaces, assez lourds, pour maintenir une capacité de décision et de renseignement qui soit nationale. Et donc là-dessus, oui, la France a tenu son rang de puissance entre guillemets globale, parce qu'on oublie souvent, la France a encore l'attribut d'une puissance qui est globale. Maintenant, comment dirais-je, sur l'idée, oui, il y a une forme de gaullisme à rappeler un soutien à Israël, qui est un pays allié, tout en respectant cette tradition de soutien, ou en tout cas de bienveillance à la cause palestinienne. Ce qui, en plus, va se mettre en cohérence avec notre politique arabe, qui est active. On a de nombreux alliés arabes. Et là, je pense aux Émirats arabes unis. Je pense également alors au Maroc, même si en ce moment c'est un peu plus tendu. Un peu plus compliqué. Mais qui, eux, ont aussi une politique palestinienne et une politique israélienne, que d'aucuns taxent d'ambivalente, mais qui en fait est une forme de réel politique, avec des objectifs qui leur sont propres, et qui, eux aussi, vont vouloir avoir, comment dirais-je, des relations normalisées avec Israël, sans pour autant abandonner la question de la cause palestinienne, qui est chère à leurs opinions publiques. Donc, ce qui peut aussi les mettre dans des positions un peu compliquées. Alors, juste une question, sans revenir sur le fond des propositions d'Emmanuel Macron lors de ses visites. Pourquoi Emmanuel Macron, en tout cas la France, est la seule à avoir rencontré en quelques heures à la fois le Premier ministre israélien, le roi de Jordanie, le président égyptien, le président de l'autorité palestinienne, alors qu'Olaf Scholz est allé en Israël, alors que Joe Biden est allé en Israël? Est-ce que la France est la seule à pouvoir parler à toutes ces personnes-là, ou en fait elle est la seule à avoir voulu s'afficher avec eux? Oui, pour rassurer peut-être quelque part l'opinion publique française, notamment celle des quartiers, qui est très pro-palestinienne. Alors je pense qu'il y a deux choses qui ne s'excluent pas d'ailleurs. La première, c'est que oui, alors contrairement à ce que un petit peu un sentiment un peu décliniste pourrait nous faire croire, oui, la France pèse. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a été même la cible d'opérations d'influence depuis Israël pour convertir, si j'ose dire, l'opinion publique. Oui, la France pèse. La France a une politique arabe qui est ancienne, qui a pu avoir des hauts et des bas. La France a des moyens, donc elle est entendue. Elle est entendue et elle est commentée. Et elle est même attendue, notamment par ses alliés arabes, mais aussi elle est regardée par d'autres acteurs de la région, qui veulent savoir ce qu'elle va faire. Et c'est dans cette posture d'arbitrage, de puissance, d'équilibre que doit être, que veut être, qu'elle n'est pas encore assez d'ailleurs la France, que Emmanuel Macron, je pense, s'est déplacé. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas eu un point de vue tactique, si j'ose dire, dans le manque de sobriété des deux rencontres avec Netanyahou et avec l'autorité palestinienne. Il y en a un président bavard. Voilà, un peu trop d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, par ricochet, la volonté de calmer les quartiers? Oui, ce n'est pas impossible. C'est pas exclu, après, c'est pas exclu. Maintenant, voilà, on avait une politique arabe et une politique palestinienne avant d'avoir des quartiers en rupture de banc. Voilà, c'est ça. Absolument, c'est bien de le rappeler. Maintenant, le fait est que la question du conflit israélo-palestinien, de fait de mécanique communautaire, s'est importée en termes de quasiment de belligérance sur le territoire français. Ce qui, d'ailleurs, rend notre position diplomatique, qui est déjà pas facile, encore plus délicate. Absolument. Donc oui, j'écarterai pas l'hypothèse, effectivement. Alors Jean-Marie rappelait que seul le président français a fait la tournée des popotes, si vous me permettez cette trivialité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que la France qui croit encore à une solution à deux États possible? On a l'impression que cette idée, qui est une idée qui est là depuis l'après-guerre, finalement est désormais beaucoup plus improbable qu'avant. Alors oui, effectivement, vu le niveau de polarité des belligérants, de radicalité même, on peut parler de radicalité, et leur refus de négocier finalement, oui, effectivement, c'est une position qui est très difficile. Pour autant, est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça va fonctionner?
c'est pas dit du tout. En revanche, est-ce que c'est une position diplomatique qui est pertinente et qui est la moins risquée pour nous et conforme à nos intérêts? Ça, oui. Je veux dire, en diplomatie, après, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Et mieux vaut d'ailleurs viser ce qu'on veut faire plutôt que ce qu'on peut faire, parce que sinon, on se condamne à l'inaction. Maintenant, il y a aussi la question, comment dirais-je, des rapports avec nos alliés et avec nos adversaires et avec tous les observateurs. Et là, oui, je pense que la position qu'on tient est la plus cohérente avec nos intérêts. Maintenant, il s'agirait peut-être en tout cas sur la forme, de mieux l'amener, de faire preuve de plus de modération dans les déclarations. Alors, au-delà de la modération dans les déclarations, il y a quand même une chose qui a changé. On en a très peu parlé dans les médias. Plus de 30 Français ont été assassinés le 7 octobre. 30 Français. 30 Français. C'est le plus grand pogrom d'abord du 21e siècle qui a visé des Juifs. Ils ont été massacrés par des militants du Hamas pendant plusieurs heures. Et surtout, ça fait de cette attaque du Hamas l'attentat le plus sanglant pour la France depuis celui du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Ça complique aussi la donne pour l'État français. Alors, ça complique la donne, pas vis-à-vis des Palestiniens en général, mais effectivement, ça nous implique plus vis-à-vis du combat contre le Hamas. Maintenant, je suis pas complètement d'accord avec le fait de dire que c'est un attentat français. Je veux dire, ils n'ont pas été visés en ce qui s'était français. Le résultat est là. Le résultat est là. De fait, on est impliqué. Mais ça n'est pas non plus un attentat. C'est un attentat qui concerne la France dans ses conséquences, mais pas dans sa visée politique. Voilà. Sauf qu'ils ont tué des Français. Absolument. Ils ont tué des Français. Et il y a encore des Français, peut-être parmi les 222 ou 229. On a appris hier qu'il y avait une révision encore du nombre d'otages détenus à Gaza. Du coup, ça place quand même. C'est également le sens. Je pense, de la projection de force navale qu'on a opérée. C'est que la France déploie des moyens militaires face à un acteur para-étatique ou proto-étatique, ça dépend de quel point de vue on se place, qui a tué des citoyens français et qui détient des Français en otage. Et donc on montre par là même qu'on a de quoi se défendre. Alors, Pierre Derbès, j'aimerais vous poser une question franche. Oui. Est-ce que la voix de la France compte autant qu'avant ? Dans le monde, au Moyen-Orient. Dans le monde, au Moyen-Orient. On a vu il y a quelques semaines qu'en Afrique, la voix de la France était en plein recul. Honnêtement, est-ce que la voix de la France répondait franchement ? Oui, alors... Ça va dépendre des régions. On a vu qu'au Moyen-Orient, au Levant, de fait, on avait une voix qui comptait, qui n'était ni tournée en dérision et qui était très attendue. Donc, de fait, quand on a un positionnement qui est relativement cohérent et qu'on y met des moyens, de fait, on est entendu. Oui, mais après, effectivement, on peut parler maintenant de l'Afrique où, effectivement, on peut identifier des éléments qui permettent de dire qu'on a un recul d'influence, un recul qui est relatif. D'accord. Là où on peut dire que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas mauvaise en soi au Moyen-Orient, en tout cas qu'elle est pertinente, en revanche, l'approche stratégique qu'on a en Afrique est quasi nulle. Brièvement, voilà. Donc brièvement, on recule en Afrique, peut-être un peu moins. On recule en Afrique parce qu'en fait, on a perdu un petit peu ce confort opérationnel qu'on avait avec l'éruption de nouveaux acteurs, de nouveaux compétiteurs. Maintenant, c'est plus souvent la perception de l'action de la France que son action en tant que telle qui est à... Je vous remercie, Pierre Derbès, d'avoir été avec nous. On continuera de vous lire sur les pages blog de Factuel Média. On vous retrouve aussi sur le podcast de Sud Radio. Et dans un instant... La journée continue et on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perron. Oui, absolument. On va vous parler notamment de ce contrôle technique pour les 2 roues. Un serpent de mer qui va devenir réalité dans quelques mois. Vous saurez tout ce qui vous sera demandé. Amis motards, écoutez Sud Radio.